Est-il possible d'avoir une ville sur la Lune? Nous savons que la NASA souhaite établir une base sur la Lune pour la recherche, voire pour l'exploitation minière. Mais ce dont je parle, c'est d'une véritable colonie, un second foyer sur un autre corps céleste où les humains pourraient vivre confortablement et vraiment appeler cela chez eux. Des entreprises comme SpaceX rêvent déjà de construire une colonie sur Mars. Et si nous sommes sérieux à propos de cet objectif, alors construire une ville sur la Lune devrait être plus facile à atteindre. Alors, répondons à cette question aujourd'hui. Que faudrait-il pour coloniser la Lune? Et surtout, à quoi cela ressemblerait-il? Elon Musk estime qu'il faudrait environ 1 million de tonnes de fournitures pour construire une ville autosuffisante sur Mars. Pour la Lune, il en faudrait probablement bien moins. Et même si ce chiffre atteignait 1 million de tonnes, transporter ce matériel jusqu'à la Lune serait beaucoup plus rapide, puisque nous n'aurions pas à attendre des fenêtres de lancement de 2 ans, et que la Lune est bien plus proche. Encore une fois, je ne dis pas que coloniser la Lune est facile, simplement que, comparé à Mars, cela semble bien plus réalisable. Alors, disons que nous voulions coloniser la Lune. Il y a des besoins fondamentaux que les colons devraient couvrir pour qu'une installation puisse durer dans le temps. D'abord, les abris, autrement dit, une base lunaire. L'infrastructure de surface pourrait inclure des éléments comme des atterrisseurs préintégrés, utilisés comme stations de support pour des rovers robotisés, des modules d'habitation pour une présence humaine, ou encore des structures construites directement sur place à partir de matériaux apportés depuis la Terre ou fabriqués sur la Lune. Ces bases pourraient aussi fonctionner en coordination avec des stations spatiales lunaires en orbite, fournissant un soutien aux opérations, comme la station Gateway prévue par la NASA dans le cadre du programme Artemis Programme. De nombreuses idées ont été proposées pour établir des bases lunaires. Mais aujourd'hui, avec le Starship de SpaceX capable de potentiellement poser des humains sur la Lune, une idée particulièrement intéressante consiste à réutiliser directement le vaisseau comme partie intégrante de la base. Le concept repose sur l'utilisation du grand volume des réservoirs de carburant vides pour créer des habitats robustes. En théorie, cela pourrait donner une base permanente offrant environ 2,5 fois le volume habitable de la International Space Station. C'est assez fou quand on y pense. Il faudrait aussi recouvrir la base de régolithes lunaires, c'est-à-dire de poussière et de sol lunaire. Sur la Lune, les températures varient énormément. La nuit, elles peuvent descendre jusqu'à moins 175 degrés Celsius, tandis que le jour, elles peuvent atteindre plus 126 degrés Celsius. Une épaisse couche de régolithes agirait comme un isolant pour atténuer ces extrêmes. En plus, elle servirait de protection contre les milliers de micrométéorites de la taille de balles de ping-pong qui frappent la surface lunaire chaque jour. Cette approche ne simplifierait pas seulement la construction, elle rendrait aussi l'expansion de la base beaucoup plus facile. Le seul hic, c'est que notre future colonie lunaire pourrait ressembler à un genre de parc de caravanes, composé de Starship de SpaceX. Une fois un lieu de vie assuré, la priorité suivante est l'eau. Elle est essentielle, non seulement pour boire et cultiver des aliments, mais aussi comme source d'hydrogène et d'oxygène, qui peuvent être séparés et utilisés comme carburant pour fusées, soutenant ainsi l'exploration future et une présence durable sur la Lune. Idéalement, il faudrait en produire le plus possible directement sur place. Les premières missions pourraient en transporter depuis la Terre, mais le coût est énorme. Environ 50 000 $ par livre. Sachant qu'un gallon d'eau pèse environ 8 livres, cela revient à environ 400 000 $ par gallon simplement pour l'amener jusqu'à la surface lunaire. À ce prix-là, il est crucial d'en transporter le moins possible et de privilégier la production ou l'extraction locale. Obtenir de l'air respirable, sous forme d'oxygène, est relativement simple sur la Lune. Le régolithe contient de l'oxygène qui peut être extrait grâce à la chaleur et à l'électricité. L'eau, en revanche, représente un défi plus complexe. De plus en plus de preuves suggèrent la présence de glaces d'eau sous la surface, notamment au pôle sud lunaire, où elles pourraient s'être accumulées dans des cratères plongés en permanence dans l'ombre.
Si cela se confirme, cette glace enfouie pourrait être exploitée et fournir une source locale d'eau répondant à plusieurs besoins essentiels. Les scientifiques de la NASA ont également découvert que de l'eau pourrait se former grâce aux interactions entre la Lune et le vent solaire, un flux de particules chargées émis par le Soleil. Lorsque ces protons à grande vitesse, environ 450 km par seconde, frappent la surface lunaire, ils interagissent avec les électrons du régolithe pour former des atomes d'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène se lient ensuite avec les atomes d'oxygène déjà présents dans le sol, notamment ceux contenus dans la silice, SiO2, et d'autres minéraux riches en oxygène. Le résultat est la formation d'hydroxyle, OH, un composant clé de l'eau, H2O. Ce processus suggère que toute surface riche en silice exposée dans l'espace, de la Lune jusqu'aux minuscules grains de poussière, pourrait agir comme une micro-usine à eau. Si l'eau s'avère rare ou difficile d'accès sur la Lune, il pourrait être nécessaire d'en importer depuis la Terre. Une approche rentable consisterait à transporter de l'hydrogène liquide depuis la Terre et à le combiner avec l'oxygène extrait du sol lunaire pour produire de l'eau. Comme l'eau est composée d'environ 67% d'oxygène et 33% d'hydrogène en masse, cette méthode permet de réduire la quantité de matière à lancer depuis la Terre et donc les coûts. Un autre avantage est que l'hydrogène et l'oxygène peuvent être utilisés dans une pile à combustible, produisant de l'électricité en réagissant pour former de l'eau. Cette approche à double usage pourrait fournir à la fois de l'énergie et une ressource essentielle pour la survie des missions lunaires. La nourriture représente un autre défi majeur pour la colonisation lunaire. En moyenne, une personne consomme environ 200 kg de nourriture déshydratée par an. Une colonie complète nécessiterait des tonnes de nourriture, rendant les ravitaillements à long terme depuis la Terre à la fois coûteux et peu viables. L'idée la plus naturelle est donc de cultiver des aliments sur la Lune. Une solution qui fonctionne bien sur Terre grâce à la disponibilité d'éléments essentiels comme le carbone, l'azote et l'oxygène dans l'atmosphère et le sol. Mais sur la Lune, ces éléments ne sont pas facilement accessibles. Pour produire une tonne de blé, par exemple, il faudrait fournir d'importantes quantités de carbone, d'azote, de potassium, de phosphore et d'autres nutriments dont beaucoup devraient être importés au départ. Une fois un système en boucle fermé mis en place et la population stabilisée, ces nutriments pourraient être recyclés naturellement. Les plantes sont consommées par les humains qui produisent ensuite des déchets solides, liquides et gazeux, comme le CO2, pouvant être traités et réutilisés pour nourrir la génération suivante de cultures. Toutefois, atteindre ce stade nécessite un apport initial important en nutriments ou en nourriture pour amorcer le cycle. Mais peut-on faire pousser des plantes directement dans le régolithe lunaire, ce sol poussiéreux et pauvre en nutriments? Étonnamment, la réponse est oui. Dans une expérience révolutionnaire, des scientifiques de l'University of Florida ont réussi à cultiver une plante appelée Arabidopsis thaliana dans du sol lunaire. Cette petite plante à fleurs, originaire d'Eurasie et d'Afrique, appartient à la même famille que la moutarde, le brocoli et les choux de Bruxelles. C'est aussi l'un des organismes les plus étudiés en biologie végétale, ce qui en fait un modèle idéal pour des recherches en conditions extrêmes. L'équipe a utilisé de véritables échantillons de sol lunaire rapportés lors des missions Apollo 11, Apollo 12 et Apollo 17, en attribuant seulement 1 gramme de régolithe par plante. Après avoir ajouté de l'eau et des graines, ils ont placé les cultures dans des terrariums hermétiques et ajouté quotidiennement une solution nutritive. De manière surprenante, les graines ont commencé à germer au bout de 2 jours. Cependant, avec le temps, les chercheurs ont observé que les plantes cultivées dans le sol lunaire étaient moins robustes que celles cultivées dans un sol terrestre, ou même dans un simulant lunaire à base de cendres volcaniques. La croissance variait selon la mission Apollo dont provenait le sol, et les plants présentaient des racines sous-développées, ainsi qu'une croissance ralentie. Malgré ces défis, l'expérience a prouvé que les plantes peuvent pousser dans le régolithe lunaire, ouvrant la voie à de nombreuses nouvelles questions.
Quels gènes permettent aux plantes de s'adapter à ce type de sol? Peut-on modifier les plantes ou les conditions du sol pour réduire le stress et améliorer leur croissance? Certaines régions de la Lune sont-elles plus adaptées à l'agriculture que d'autres? Autant de questions qui rendent la Lune encore plus fascinante à explorer. Bien sûr, rien de tout cela n'est possible sans énergie. Il sera peut-être un jour possible de fabriquer des panneaux solaires sur la Lune, mais l'ensoleillement dépend fortement de la localisation. Comme mentionné précédemment, l'hydrogène et l'oxygène peuvent produire de l'électricité via une pile à combustible, tout en générant de l'eau comme sous-produit. L'énergie nucléaire constitue une autre option prometteuse, notamment grâce à l'uranium qui pourrait être extrait sur la Lune. La NASA finalise actuellement la phase initiale de son projet Fission Surface Power, visant à développer un petit réacteur nucléaire à fission capable de produire de l'électricité. L'objectif est de le déployer lors d'une future mission lunaire et d'utiliser les résultats pour de futurs systèmes destinés à Mars. Le réacteur proposé pèserait moins de 6 tonnes métriques et produirait environ 40 kW d'électricité, suffisant pour soutenir des habitats lunaires, des rovers, des systèmes de secours et des expériences scientifiques. À titre de comparaison, 40 kW correspondent à peu près à la consommation moyenne de 33 foyers aux États-Unis. Point crucial, ce système est conçu pour fonctionner jusqu'à 10 ans sans intervention humaine, ce qui en ferait une solution idéale pour des missions lunaires de longue durée. Cependant, le véritable changement de paradigme en matière d'énergie, tant sur la Lune que sur Terre, pourrait venir de l'utilisation de l'hélium-3. Transporté par le vent solaire, cet isotope atteint à la fois la Terre et la Lune. Sur Terre, il ne s'accumule pas en quantité exploitable. Mais sur la Lune, la situation est différente. Le régolithe lunaire, extrêmement ancien, parfois âgé de plus de 100 millions d'années, a eu largement le temps d'accumuler des particules d'hélium-3 déposées par le vent solaire. Bien qu'il reste présent en faible quantité, il est suffisamment concentré pour envisager son extraction et son transport vers la Terre. Le principal avantage de l'hélium-3 comme carburant pour la fusion nucléaire est qu'il ne produit pas de déchets radioactifs, une avancée majeure. Si nous parvenons à exploiter cette source d'énergie sans les contraintes des déchets dangereux, nous pourrions fournir une énergie propre et quasi illimitée, aussi bien pour les colonies lunaires que pour la Terre.